Et bienvenue sur les antennes de Bâti Radio, Radio Territoria. Nous sommes ravis de vous faire vivre depuis le début cette 5e date du Reno Tour dans le cadre du Forum Reno Days qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles. Aujourd'hui, nous sommes à la Sucrière. D'ailleurs, nous remercions l'ensemble du personnel qui nous accueille aujourd'hui. Bâtiment réhabilité, devenu un lieu de vie, de culture et de l'innovation au cœur d'un quartier lui-même emblématique, Lyon Confluence. C'est le moment justement de conclure cette journée qui a été bien riche de 4 tables rondes. Et je suis ravi d'accueillir Sophia Popov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire, déléguée au logement et au renouvellement urbain, ainsi qu'à l'hébergement d'urgence. Merci de gentiment répondre à nos questions. Comment rénover efficacement à Lyon, où j'ai vu que 50% des logements étaient issus du domaine patrimonial? Comment est-ce qu'on fait pour prendre cette question vraiment en charge? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on se pose évidemment. Effectivement, Lyon, on a la chance d'avoir une ville qui est très belle et dont justement aussi le développement qui est visible en fait physiquement dans le territoire nous a permis d'avoir une reconnaissance mondiale, inscription au patrimoine de l'humanité, et donc on a tout un tas de secteurs qui sont protégés par des règles patrimoniales et ces règles sont appliquées évidemment par nos amis les architectes des bâtiments de France. Donc déjà se dire que c'est un motif de fierté, parce que par exemple, il y a certains quartiers dans Lyon, notamment je pense à la Presqu'île, où on a des niveaux de densité de population qui sont extrêmement importants, et moi pour habiter dans ces quartiers-là, je suis persuadée que c'est le caractère patrimonial, c'est la beauté des lieux qui nous permet de supporter ce niveau d'intensité des espaces publics, ce niveau d'intensité de la vie, ce niveau de bruit, et donc c'est un élément très important. En même temps, c'est contraignant. Et en même temps, ça crée des contraintes. Et ces contraintes, on a justement décidé d'ouvrir un grand chantier de travail avec justement l'État, donc plutôt le ministère de la Culture et les architectes des bâtiments de France, mais aussi la métropole de Lyon. Et je crois que vous avez vu plutôt dans la journée un de mes collègues vice-présidents, Philippe Guelpadonaro, qui est en charge des questions de rénovation. Et on a décidé d'ouvrir un grand chantier pour essayer justement de rénover les règles qui contraignent, enfin en tout cas qui expliquent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans ces secteurs patrimoniaux, et d'ouvrir un dialogue à la fois donc avec ces institutions, mais aussi avec le grand public, donc en associant les associations, représentant des habitants, les associations qui défendent le patrimoine, les associations qui défendent aussi les questions climatiques, la transition énergétique, pour pouvoir avoir un dialogue, se mettre d'accord sur des grandes méthodes pour faire, afin justement de faciliter et d'accélérer la transition de ces quartiers patrimoniaux. Parce que pour vous prendre un exemple très concret, dans le Vieux-Lyon, qui est donc le quartier le plus protégé de Lyon au niveau patrimonial, aujourd'hui, si on veut transformer un commerce en logement, il faut créer des places de parking, sachant que le Vieux-Lyon est un quartier qui est quasiment 100% piéton. Ça n'a vraiment donc aucun sens avec la réalité du quartier aujourd'hui. Et donc, c'est toutes ces règles-là qui, effectivement, nous empêchent de faire évoluer le bâti, évoluer le quartier. Donc là, vous pouvez agir directement, très concrètement. Là, on va pouvoir rénover ces règles. Et donc, l'idée, c'est aussi d'engager un dialogue un peu, animé, on va dire, ou en tout cas appuyé avec les architectes des bâtiments de France pour se mettre d'accord peut-être sur des règles concernant, par exemple, le sarking, le fait de pouvoir rehausser certains bâtiments, y compris patrimoniaux, pour faire justement l'isolation des combles qu'on ne peut pas faire si on ne fait pas ce genre d'acte. On a aussi eu un dialogue fructueux sur la question de la pose d'enduits correcteurs thermiques, puisque dans le bâti ancien de Lyon, c'est beaucoup des bâtiments soit en pierre, soit en pisé, qui sont souvent recouverts d'enduits à la chaux. Et on a retrouvé et on a aussi amélioré des techniques anciennes justement de pose d'enduits correcteurs thermiques. Donc c'est de la chaux augmentée de matière qui permet d'avoir pas un effet isolant à 100%, mais en tout cas au moins une correction thermique, par exemple comme le chanvre. Et donc là, on a eu un dialogue parce que la règle actuelle du PLU nous disait qu'on ne pouvait pas poser des enduits de plus de 3 cm. Sauf qu'en fait, en dessous de 5 à 7 cm d'enduits correcteurs thermiques, les enduits servent à rien. Déjà que leur effet est quand même
pas comparable à une isolation par l'extérieur. Et donc là, on a pu échanger avec les ABF et on a fait modifier certains documents de notre plan local d'urbanisme pour pouvoir apporter ces enduits. Et la ville a décidé du coup d'accompagner les propriétaires privés dans cet acte de rénovation en finançant les surcoûts liés au côté correcteur par rapport à un enduit à la chaux. Justement, j'allais vous demander comment vous accompagnez justement les habitants ou les copropriétés sur la rénovation. C'est une partie de la réponse. Oui, nous, en tant que ville, et je pense que vous l'avez compris puisqu'on est à la fin de cette journée qui était consacrée aussi à toutes les actions qui sont menées à Lyon, on est un territoire sur lequel on a de la chance puisqu'il y a une action forte des collectivités depuis plusieurs années, depuis 2015, quand la métropole a lancé son programme d'accompagnement à la rénovation énergétique des propriétaires qui s'appelle Ecorénov, qui est toujours en vigueur. Ah oui, donc on s'est dit, quand on est arrivé en responsabilité en 2020, que juste venir ajouter une aide à l'aide de la métropole, aux aides d'État, au C2E et à tous ces dispositifs qui sont déjà bien compliqués, on se posait un peu la question de la pertinence. Et donc, on a vraiment centré l'action de la ville à la fois sur des aides ciblées, justement sur les questions patrimoniales, parce que c'est un des enjeux de notre territoire, y compris au sein de la métropole de Lyon. Donc on a des aides ciblées pour les bailleurs sociaux et pour les propriétaires privés qui sont dans du bâti ancien. Et le deuxième élément sur lequel on a centré notre action, c'est la question de l'accompagnement, de la sensibilisation, puisque en tant que ville, on a la chance d'être vraiment, on va dire, la première porte que les habitants poussent de façon générale quand ils ont une question qui est un peu en relation avec ce qu'ils considèrent comme l'État de façon générale. Je suis par exemple adjointe à la santé dans le 5e arrondissement, qui est l'arrondissement où j'ai été élue. Je reçois énormément de courriers de citoyens qui me demandent comment trouver un médecin traitant. Vous imaginez bien que moi, en mairie d'arrondissement, je ne peux rien faire. Mais néanmoins, la première personne vers qui ils se tournent, c'est la mairie. Donc on s'est dit, on va capitaliser sur ce rôle que nous avons déjà pour vraiment mettre en place tout un tas de dispositifs pour essayer d'informer, de sensibiliser, d'accompagner les gens et de les renvoyer vers les acteurs qui sont vraiment les acteurs clés sur notre territoire en matière de rénovation énergétique, que sont la métropole de Lyon et l'ALEC, l'Association locale pour l'énergie et le climat, dont je suis sûre vous avez entendu parler. Oui, on en a parlé régulièrement au cours de cette table ronde. Vous avez évoqué aussi la nécessité de faire évoluer la législation pour mieux prendre en compte la spécificité du bâti justement ancien du territoire. Quel changement législatif vous souhaiteriez voir pris? Alors, c'était pas tant en lien forcément avec la spécificité, en lien avec les questions de bâti ancien, mais c'est plus en lien avec la spécificité que notre territoire vit à l'aune du changement climatique, puisque Lyon est la ville en France qui se réchauffe le plus vite. Et on a connu déjà ces dernières années, et malheureusement on va en connaître encore davantage, à moins que le Gulf Stream change complètement de sens. Mais alors là, on est encore dans un autre délire, donc on va peut-être pas partir sur cette hypothèse-là, puisque là, on aura plutôt beaucoup plus froid. Nous, là, sur notre territoire, ces dernières années, on connaît des séquences de canicules qui sont de plus en plus précoces et de plus en plus intenses. Et aujourd'hui, en tant que collectivité, et donc en tant que ville, on a la responsabilité de protéger la santé et la sécurité de nos concitoyens, y compris en lien avec le logement. Donc on a vraiment à cœur de faire en sorte que les logements soient dignes, soient décents, soient confortables. Mais sur la question de la chaleur, on n'a aucun élément en fait juridique sur lesquels s'appuyer. On a une police de la salubrité. Oui. Donc quand c'est trop bas de plafond, quand il n'y a pas assez de lumière, quand il n'y a pas un point de chauffage, ça on sait intervenir et on sait rappeler les règles aux propriétaires. Par contre, chaleur plus salubrité, là il n'y a pas. Par contre, chaleur, il n'y a pas de critères dans la loi. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel je pense qu'il serait vraiment important qu'on arrive collectivement en tant que société à bouger à travers la loi pour donner aussi les moyens aux collectivités de protéger les citoyens. Pour vous donner juste un exemple, on a nous des locataires qui se mobilisent dans certains quartiers de Lyon justement pour faire valoir leurs droits, et on a des témoignages de personnes qui ont des problématiques de santé particulières, et notamment une dame qui nous a écrit parce qu'aujourd'hui, quand il fait trop chaud dans son appartement, enfin quand il fait trop chaud dans la ville et donc trop chaud dans son appartement, elle tombe dans les pommes. Et en fait, ça, c'est quand même inacceptable. Et elle a, par exemple, elle n'a pas de protection solaire extérieure.
sur les vitres. Et c'est un des motifs qui fait qu'elle n'est pas en capacité de refroidir son logement. Et là, on atteint quand même des niveaux où c'est inacceptable et où il faut que vraiment, collectivement, on arrive à impulser un changement. Et là, on parle d'un cas, mais qui est sûrement pas isolé d'ailleurs. Pour vous donner un exemple un peu frappant. Qui est très parlant pour le coup. Quelles actions prioritaires la ville peut-elle activer pour accélérer justement la rénovation énergétique dans Lyon ? Donc, je vous en ai déjà cité pas mal. Il y a vraiment la question d'abord aussi notamment parce que comme on est une ville avec beaucoup d'endroits qui sont protégés, pour moi, le premier message qu'on essaye de faire passer aux Lyonnais et aux Lyonnaises, c'est que tout bâtiment mérite une amélioration thermique et tout bâtiment peut subir une amélioration thermique. C'est pas parce qu'on habite dans le Vieux-Lyon, dans un bâtiment en pierre apparente, qu'on ne peut pas apporter des actes qui vont améliorer le confort thermique et donc il faut absolument se poser la question. Ça, c'est le premier argument. Et peut-être les deuxièmes éléments, c'est les aides qu'on apporte et dont je vous ai parlé. Et peut-être un élément dont je ne vous ai pas parlé aussi, c'est le rôle que peut avoir une ville comme fédérateur, comme accélérateur aussi de la transition à l'échelle du territoire. Quand le maire de Lyon dit « je veux faire une conférence sur la question de la rénovation énergétique et je souhaite qu'il y ait les universités, l'État, la métropole, les entreprises, les citoyens », et bien en fait, les gens répondent à l'appel. Et c'est ça aussi notre responsabilité en tant que ville, c'est notre responsabilité en tant que politique que de fédérer les énergies. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur le thème de la transition et sur le thème de l'impact carbone de notre territoire en créant une grande agora qui rassemble l'ensemble des parties prenantes de notre ville. Il y a à peu près il y a plus de 200 membres maintenant de l'Agora Lyon 2030 qui nous permet de cheminer ensemble vers la neutralité carbone. Alors on s'est fixé l'objectif de neutralité carbone en 2030. C'est un objectif ambitieux. Peut-être qu'il ne sera pas réalisé exactement au 1er janvier 2030, mais en tout cas on se donne une direction, une perspective commune pour y arriver. Sophia Popov, merci. J'avais promis de vous libérer à 19h, il est 19h02, vous voulez pas trop? C'était 19h30, mais... Ah bah écoutez, jusqu'à 19h30, bienvenue. Mais après, je veux très bien continuer les échanges avec notamment les personnes en salle autour d'un verre, avec plaisir. Oui, il sera évidemment partagé. Tiens, peut-être une dernière question. Pourquoi c'est important ce type d'événement, Rénotour, qui viennent s'installer comme ça dans les territoires et notamment à Lyon? Pourquoi c'est important pour vous ce type d'événement et d'y participer? C'est très important parce que je vous ai parlé de beaucoup d'acteurs institutionnels, mais en vérité, la transition écologique, la transition énergétique, l'amélioration de nos bâtiments, en fait, on la ferait, nous, en tant que collectivité, en tant que pouvoir public, on ne les fait pas tout seul. On a besoin d'avoir des entreprises qui s'engagent, des professionnels qui permettent du coup d'accompagner justement tous les Lyonnais et les Lyonnaises dans leur acte de rénovation énergétique. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est très important qu'on puisse avoir aussi ce genre de temps. Je sais que vous aviez aussi un temps d'échange, notamment sur la question de la formation des professionnels. Pour moi, la rénovation énergétique, c'est vraiment un défi qui est collectif et donc il va falloir qu'on arrive à saisir en tant que société de façon collective. On va avoir besoin de tout le monde et on va avoir besoin de beaucoup de professionnels et on sait déjà on remarque qu'il en manque. Nous, dans certains de nos chantiers, on a du mal à recruter des entreprises, à recruter des personnes. Donc je pense que c'est vraiment très important aussi que la filière se structure pour pouvoir répondre aux attentes d'aujourd'hui et aux attentes de demain en matière de rénovation énergétique. Et c'est pour répondre à ces attentes que nous organisons aussi ce type d'événement. Un grand merci, Sophia Popov, d'avoir répondu à mes questions. Programme disponible en replay sur les antennes de Bâti Radio, Radio Territoria. Même chose pour les tables rondes qui viennent d'avoir lieu. Le Rénotour qui se poursuit. Le prochain rendez-vous, c'est dans un mois, un petit peu moins d'un mois. Ce sera le 15 mai pour être tout à fait précis, au cœur du quartier Darwin à Bordeaux. Écosystème durable déployé sur la rive droite de la Garonne. On vous y retrouvera avec beaucoup de plaisir. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Ciao.